Alors, midi 3, on commence. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue, je suis très contente. C'est une conférence exclusivement offerte aux gens qui sont inscrits au défi Boost ton microbiote. Et j'ai décidé en fait de commencer cette série de capsules et de webinaires éducatifs-là par un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais surtout un sujet sur lequel on me pose des questions sur mes réseaux sociaux littéralement tous les jours, soit les probiotiques. Puis là, je me disais, faut que j'invite quelqu'un qui s'y connaît, qui est capable d'en parler avec une magnifique neutralité, malgré le fait que tu proposes également des probiotiques dans ta gamme. Et j'ai finalement demandé à Eric, docteur Eric Simard, de venir se joindre à nous aujourd'hui pour nous parler de probiotiques, mais de façon très pratico-pratique. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Lesquels on doit prendre? Quelle dose on prend? Est-ce qu'on en prend avec des prébiotiques? C'est quoi finalement les doses, les souches à valider et tout ça? Donc, à la fin de cette rencontre-là, vous allez être vraiment outillés pour faire de meilleurs choix. Puis, bien qu'Éric présente le tout dans une très grande neutralité, je me suis quand même permise de lui donner la permission de parler de ses produits à la fin de la conférence parce que je trouve qu'il se démarque nettement sur le marché. Puis on pourra jaser du pourquoi, du comment. Donc, Éric vous prépare, vous réserve aussi une petite surprise à la fin, une surprise encore une fois exclusive aux gens inscrits au défi. Alors, je te présente Éric. Donc, tu es à l'origine de nombreuses découvertes importantes sur le vieillissement cellulaire réalisées avec l'Université Concordia et un autre centre de recherche québécois. Ces découvertes ont donné lieu à plusieurs brevets. Tu es également président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative, qui a de beaux projets en cours, un beau congrès aussi en janvier prochain. Tu as été président pendant plus de 10 ans du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Et tu as été membre de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres pendant 7 ans. Bravo. Tu possèdes un doctorat en biologie de l'INRS. Tu es auteur de 5 livres, dont ton tout dernier qui a pour titre Mon protocole longévité que j'achèterai bientôt et pour lequel j'aurai une belle dédicace. Donc, tu es également animateur des émissions de télé La santé autrement et le présentateur dans un grand nombre de congrès scientifiques. Tu as formé bon nombre de professionnels de la santé, aussi médecins, nutritionnistes, pharmaciens, naturopathes, ostéopathes et autres. Tu es le président d'Eden Technologies, une entreprise qui est spécialisée dans le domaine du vieillissement et qui commercialise la gamme Vitoli et base des produits que je trouve vraiment, vraiment d'une qualité exceptionnelle. Donc, je suis très, très heureuse et je me sens choyée et privilégiée de t'avoir pour les personnes qui sont inscrites au défi Boost ton microbiote pour parler d'un sujet fort important, soit les probiotiques. Éric, je te laisse aller, puis j'ai envie de te poser quelques petites questions peut-être en cours de route, donc il se pourrait que je t'arrête de temps en temps. Bah, c'est parfait. Regarde, je vais te partager mon écran à l'instant. Ici, et voilà. Tu veux, je te laisse sur ta page. Oui. Donc, un sujet passionnant Mhm. écoute, la science dans le domaine va tellement vite, en fait, puis ça a tellement évolué au cours des dernières années. C'est complètement incroyable. Les probiotiques, comment choisir un produit qui vous convient? En fait, on va en même temps parler des choses à laquelle il faut faire attention pour, disons, peut-être éviter les risques de mal choisir aussi les produits dans le marché parce qu'il y en a énormément. Je vais escamoter cet élément-là, étant donné que tu en as parlé tout à l'heure. En fait, non, j'ai même montré ici mon 5e livre. Les conflits d'intérêts, donc, Andréane vous l'a dit tout à l'heure aussi, j'ai développé Base Probiotique, entre autres, et je suis président de la compagnie qui commercialise les produits Vitali et Base. Mon expérience dans le domaine, juste pour vous expliquer, en fait, c'est quand même, je trouve que c'est particulièrement intéressant d'en parler parce que c'est quand même rare qu'il y a des gens qui ont travaillé carrément sur des nouvelles espèces de probiotiques, pas juste des souches. Mais à l'époque, j'ai identifié une nouvelle espèce de probiotique. En fait, l'espèce Lactobacillus kefiranophaciens, c'est moi qui ai décrit à l'époque que c'était une espèce de lactobacille qui était un probiotique. Et ça a été repris. En fait, l'article que vous voyez à côté là, en fait, c'est en 2021. Là. C'est un article qui me cite à 7 ou 8 reprises, en fait, à l'intérieur du document. J'ai été plutôt étonné de tomber là-dessus, en fait, il y a quelques années. Donc, c'est hyper intéressant. À l'époque, c'était pas connu. En fait, c'est même moi qui a décrit en fait les premières bases génétiques aussi de cette espèce-là, la phylogénie, où on la retrouve au niveau
l'ensemble des groupes de bactéries lactiques. J'ai été formateur, tu en as mentionné tout à l'heure, mais spécifiquement aussi dans le domaine des probiotiques, d'un congrès international pour les nutritionnistes et à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, donc avec des médecins. Et j'ai été vice-président sciences et développement aussi de Bioca Plus International, avec entre autres, bon, vous allez voir une image tout à l'heure qui ont des recherches qu'on a réalisées à l'époque où j'étais en fait dans l'équipe de Bioca. Donc, on va commencer par quelques petites définitions, juste pour être sûr que ce soit clair. Et il y a plusieurs raisons, en fait, pour lesquelles je veux aborder les définitions. C'est aussi parce que dans le marché, faites attention, il y a des compagnies qui vont essayer de vous laisser miroiter qu'un nouveau terme que vous avez jamais entendu est particulièrement important. Ben, il l'est peut-être pas tant que ça. Donc, vous allez voir tout à l'heure, justement, là, il y en a que oui, ça peut faire du sens, mais je vais vous démêler tout ça, en fait, pour vous permettre justement d'être mieux informé sur ce qui vous est présenté dans le marché. Donc, dans les quelques petites définitions, on commence avec quelque chose de très général au niveau de la variation journalière du microbiote intestinal. Pourquoi j'en parle? C'est que, en fait, je pense que c'est encore méconnu, là. Mais malheureusement, ça fait longtemps qu'on le sait, en fait, d'un point de vue scientifique, mais on a longtemps pensé que le microbiote intestinal ne variait pas beaucoup, en fait, d'une journée à l'autre, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les outils nécessaires pour l'étudier, malheureusement. Donc, si on retourne en arrière d'à peu près une vingtaine d'années, hein, on pensait que ça variait pas tant que ça, parce qu'on n'avait pas les moyens de l'étudier, tout simplement, donc la Terre était plate. Mais en fait, c'est parce qu'on n'était pas capable de démontrer qu'elle était ronde, tout simplement. Ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que même manger une pomme cause une variation dans la composition du microbiote. L'usage des antibiotiques, ça va de soi, tout le monde sait ça. Le type de viande, la méthode de cuisson va causer des variations dans la composition du microbiote, la taille des flocons d'avoine. Donc, même la taille des flocons d'avoine a un impact significatif, imaginez-vous, là. Et un verre de vin. Un verre de vin rouge va avoir un impact positif, en fait, sur la composition du microbiote intestinal, mais même juste ça a déjà un impact. Donc, c'est juste pour prendre conscience que, parce que là, on aurait pu continuer la liste pendant probablement des heures. C'est juste pour prendre conscience que la grande majorité des aliments qu'on consomme vont causer des variations dans le microbiote intestinal et ça va être à tous les jours. Donc, notre microbiote n'est pas quelque chose qu'on peut se soucier une fois par mois ou deux fois par année en pensant que notre microbiote intestinal va être en bonne santé si on s'en soucie pas constamment ou si on s'en soucie pas avec une certaine fréquence pour permettre de garder donc nos bonnes bactéries. Maintenant, on parle spécifiquement des probiotiques aujourd'hui, donc les bactéries qu'on peut prendre en supplément. Le terme probiotique, hein, c'est un terme générique. Donc, au même titre, par exemple, que le terme médicament ou que le terme supplément. Et ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que c'est des micro-organismes vivants qui, lorsqu'administrés en nombre suffisant, confèrent à l'autre un bienfait au-delà de l'apport nutritif. Hein, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Petite parenthèse amusante ici, en fait, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de cet élément-là, mais j'ai toujours trouvé passionnant parce que j'aime bien bon, l'histoire et le monde de la biologie. Euh, Quand on a commencé à suspecter, en fait, que le microbiote intestinal avait des impacts en santé humaine, les bactéries, à l'époque, on appelait ça des germes. Fait que je ne sais pas si vous êtes déjà demandé pourquoi il y a des gens qui parlent de microflore, hein, ou de flore intestinale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, en fait, mais on l'entend moins aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, c'était omniprésent. On parlait plus de microflore ou de flore intestinale que du microbiote. Le bon terme, c'est microbiote. Flore vient, en fait, d'un point de vue historique de l'époque où, justement, on croyait que les bactéries, c'était des germes dans l'intestin. On ne savait pas c'était quoi. Donc, germe peut germer et donner lieu à une plante, hein? Donc, une plante qui fait partie du monde végétal va créer une flore. Donc, la flore microbienne, en fait, ou la flore intestinale, provient de l'idée, tout simplement, qu'à l'époque, les germes, on ne savait pas vraiment c'était quoi les bactéries. Et on pensait que ça pouvait germer et pousser, en fait, et que ça faisait peut-être plus partie du monde végétal. Mais on avait utilisé un terme, donc, qui est un mauvais terme. Ceci dit, donc, pour parler de prébiotiques, au lieu de probiotiques, vous avez vu le terme, en fait, dans ma diapositive, ça fait référence à comment on va nourrir les bactéries. Donc, si c'était des plantes, on ferait tout simplement les arroser. OK? C'est un parallèle, en fait, qui est très simple à faire. Tandis que, donc, du côté de la réalité, si vous voulez, au niveau de notre microbiote, euh, les prébiotiques vont être des ingrédients alimentaires ou des composantes alimentaires hein, qui ne sont pas digestibles généralement, donc on ne va pas digérer nous-mêmes, mais que nos bactéries sont capables d'utiliser, elles, comme source d'énergie pour se développer. Elles, ils vont être capables de les digérer, de les découper en morceaux. Ça peut nous permettre même, d'une certaine mesure, d'absorber des éléments qu'on n'aurait pas absorbés, de libérer des éléments nutritifs aussi de l'alimentation. C'est extrêmement bénéfique à la fois pour nous et pour nos bonnes bactéries. Donc, les prébiotiques sont de l'alimentation tout simplement qui est fournie à nos bonnes bactéries de l'intestin. Ça va augmenter
les populations de bonnes bactéries, parce que les bonnes bactéries s'en nourrissent, en fait, de façon préférentielle, versus, en fait, les mauvaises bactéries. Et souvent, là, on va parler, entre autres, des populations de lactobacilles et de bifidobactéries, qui sont deux gros groupes très importants au niveau de notre microbiote intestinal. Donc, si je continue dans la définition du terme prébiotique, ça augmente la production des acides gras à chaîne courte. Donc, nos bactéries vont les digérer puis vont produire elles-mêmes, en fait, ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui ont une multitude d'effets bénéfiques au niveau de la santé, qui vont améliorer la santé des cellules de notre paroi intestinale. Ça va améliorer les cellules aussi, même d'une multitude de tissus à l'intérieur du corps humain, en fait. Ça va prévenir l'adhérence des pathogènes au niveau de l'intestin, donc les mauvaises bactéries, ça va réduire leur capacité justement à se développer, mais aussi à occuper l'espace. Et ça va permettre la production de substances antimicrobiennes, réduire le pH, etc. Donc, en plus de servir d'aliment pour nos bonnes bactéries, ça nuit à la présence des mauvaises bactéries de plusieurs façons. Et il y a beaucoup de démonstrations dans la littérature scientifique des bénéfices des prébiotiques, entre autres au niveau de la réduction de l'intolérance au lactose, qui est évidente, parce que quand on améliore la quantité de bonnes bactéries de notre intestin, on va améliorer la présence des bactéries lactiques qu'on appelle, qui sont capables de digérer le lactose et qui vont donc réduire l'intolérance au lactose. Et pour beaucoup de personnes, il y en a qui en fait sont capables de se passer nécessairement de lactide ou encore d'être capables de manger un peu de produits laitiers. Mais ça ne vous fera pas produire quand même les enzymes nécessaires, vous autres même physiquement. C'est vos bactéries qui les produisent pour vous. Donc, ceci dit, où on retrouve en fait les prébiotiques au niveau de l'alimentation, il y en a une multitude dans plein de choses. Et vous allez voir, je vais le répéter à plusieurs reprises. Mon message aujourd'hui au niveau des prébiotiques, c'est d'en consommer dans votre alimentation de sources variées. Variez les sources de prébiotiques, mangez-en en fait dans le plus de repas possible. Et durant votre défi, justement, Andréane va vous fournir des recettes pour justement différencier vos sources de prébiotiques. Donc, vous avez entre autres l'inuline qui est très, très connue, que vous trouvez dans l'ail, les oignons, les poireaux. Mais j'adore les poireaux. Le blé, le topinambour. Vous avez tout ce qu'on appelle le groupe des amidons résistants, donc dans les fibres des légumes, les légumineuses, les graines, les céréales, le lactulose, l'orge de blé, les gluco-oligosaccharides, le stachyose, qui est du galactose plus du saccharose qu'on retrouve en fait dans des légumes, graines et certaines plantes, et le gentillot oligosaccharide que j'ai mentionné, mais qu'on retrouve ici par produits microbiens en fermentation, donc on peut en retrouver dans certains types de suppléments. Donc, ceci étant dit, les prébiotiques nous amènent à parler du terme symbiotique, qui est un deuxième terme qu'on peut retrouver dans la littérature ou encore dans des produits qui sont commercialisés dans le marché, où on va donner un probiotique avec un prébiotique, et les deux ensemble, on va appeler ça un symbiotique. Donc, il y a deux raisons de faire ça. On peut le faire d'une façon générale, donc qui va être plus complémentaire. Donc, un symbiotique complémentaire, c'est un probiotique avec un prébiotique qui, ensemble, confèrent un ou des bienfaits pour la santé, mais qui ne nécessitent pas de fonction codépendante. Donc, ce n'est pas nécessairement exactement le prébiotique qui va permettre au probiotique de se développer. Parce qu'on peut penser, en fait, qu'on pourrait favoriser avec un prébiotique spécialisé la croissance d'un certain probiotique et il y a des développements qui se font de cette façon-là au niveau de la recherche qui peuvent être pertinents ou intéressants. Et c'est souvent ce qu'on va appeler justement un symbiotique synergique. Quand la nourriture qu'on va donner est exactement celle qui est nécessaire pour l'implantation ou le développement en fait du probiotique qu'on est en train de donner, on appelle ça un symbiotique synergique. Il y a encore très peu de produits de ce type-là dans le marché en passant. Ceci dit, donc, vous comprenez que le prébiotique, c'est de la nourriture pour les bonnes bactéries. Le probiotique, c'est des bonnes bactéries qu'on va donner sous forme de supplément. Et donc, le symbiotique, c'est les bactéries avec les prébiotiques. Mais comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, moi, ce que je vais toujours vous encourager à faire, c'est de manger des prébiotiques de sources variées, tout simplement, de façon justement à bien nourrir l'ensemble de tout votre microbiote et faire attention dans les produits, puis je vais peut-être en reparler tout à l'heure, là, c'est qu'un prébiotique va en fait toujours être efficace en grammes, en termes de grammes, et non pas en milligrammes. Et les bactéries que vous allez retrouver dans des suppléments qu'on va appeler des probiotiques, ça va vous être donné en milligrammes et non pas en grammes. Donc, pour, par exemple, prendre, bon, souvent, en fait, dans les prébiotiques, on va des impacts à 10-12 grammes par jour. Ben, 10-12 grammes par jour en capsule, il faudrait que vous preniez une vingtaine de capsules pour réussir à prendre 10-12 grammes, entre 20 et 25 capsules, pour réussir à prendre suffisamment de prébiotiques pour avoir un impact très significatif. C'est pour ça que je vous dis que techniquement, ça ne fait pas vraiment de sens de le prendre en supplément. Vous êtes bien mieux de
varier les sources de prébiotiques dans votre alimentation. Je me Donc, permets, Eric, excuse-moi, oui, je me permets la petite pause pour mentionner aux gens qui appliquent le défi, là. Cette semaine, on parle de la variété, un concept que tu as mentionné, mais la semaine prochaine, la thématique de la semaine, ce sont justement les prébiotiques. Donc, c'est ah, parfait comme introduction. Je te laisse poursuivre. génial. Donc, si je continue, le terme, puis là, ici, vous comprenez, quand je vous dis que ça nécessite des quantités en termes de grammes, ça veut dire aussi que si vous voyez des compagnies qui vendent des symbiotiques, si vous voulez, en une seule capsule, ben, il y a quelque chose qui cloche généralement. C'est que généralement, il n'y aura pas suffisamment de prébiotiques dans une seule capsule avec le probiotique, et c'est tout simplement de la décoration marketing. OK? Donc, petit message, soit dit en passant. Donc, maintenant, un post-biotique, qu'est-ce que c'est? C'est des métabolites des milieux de culture sans les bactéries ou facteurs solubles. En fait, tu sais, quand nos bactéries, souvent quand les bactéries vont fermenter justement différents types de produits, ils vont produire une multitude de molécules qui, elles, vont avoir des effets bénéfiques au niveau des autres bactéries. Et c'est très, très connu, entre autres, dans tous les produits de fermentation qui contiennent des levures. Les levures, entre autres, vont produire ce qu'on appelle des facteurs de croissance pour les bactéries lactiques qui vont stimuler les bonnes bactéries de notre intestin. Bien, ces facteurs de croissance-là vont être présents dans les produits qui ont été fermentés à partir des levures, même si tout est mort. C'est ce qu'on appelle un post-biotique. Donc, c'est quelque chose qui est produit par la bactérie et qui peut être présent justement dans les produits qui ont été fermentés, même si les bactéries sont mortes. Et les plus importants, en fait, parce que là, bon, il pourrait y en avoir une multitude, là, mais généralement, les plus importants sont les acides gras à chaîne courte que je vous ai mentionné tout à l'heure, que les bactéries de notre intestin vont produire dans notre microbiote, mais peuvent produire aussi, donc, via la fermentation de certains aliments. Le tryptophane, qui est un acide aminé essentiel précurseur de la sérotonine, et les bactériocines, qui sont des antibiotiques sélectifs naturels. Et je vais vous en reparler des bactériocines, en fait, parce que c'est un élément particulièrement important à comprendre dans le domaine des probiotiques. Donc, les bactériocides présentent un grand avantage pour les souches probiotiques qui en produisent, parce que une arme extrêmement puissante et intéressante pour les probiotiques pour réussir à détruire les mauvaises bactéries de votre intestin. Donc, qui dit bactériocine, en fait, dit souche spécifique et espèce spécifique de bactéries. Donc, je vais vous définir aussi les souches dans quelques instants, là. Mais commençons par des espèces qui produisent, en fait, des bactériocines, qui sont connues, en fait, pour avoir des souches productrices de bactériocines. Il y en a tout un paquet. Et là, on ne va pas les regarder tout ensemble. C'est juste que je voulais vous montrer, dans le fond, que ces bactéries-là que je vous mentionne à l'écran sont des bactéries qui sont capables de produire des molécules naturelles qui sont comme des antibiotiques naturels, mais qui vont tuer spécifiquement les mauvaises bactéries de votre intestin. Donc, c'est de comprendre que malgré tous les outils que les probiotiques ont pour essayer de compétitionner pour l'espace, parce que c'est ça qui se passe, hein. Dans notre intestin, les bactéries compétitionnent constamment pour l'espace, pour essayer de garder leur habitat à eux. Donc, nos bonnes bactéries compétitionnent contre les mauvaises, et on peut les aider justement ce faisant. Et il y en a qui vont avoir des armes très particulières qui vont lui permettre carrément d'étuer les mauvaises, en fait, avec des bactériocides. Et comment ça marche ou comment ça fonctionne? Parce qu'ils ont tous des mécanismes d'action différents, en fait, ces molécules-là. Ils sont toutes spécifiques à certaines espèces ou certaines souches de bactéries. Et donc, je vais en prendre deux qui sont deux espèces qui ont été étudiées ici au Québec. Donc, UL5, c'est Université Laval 5, là. Ça vient carrément de l'Université Laval à Québec. Pediococcus aceti lactici, donc UL5, produit de la bactériocine pédiocine PA1. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est carrément un tire-bouchon. Donc, si vous voulez, ça fait des trous dans les parois des bactéries. Et un trou d'une paroi de bactéries, c'est une bactérie morte. C'est aussi simple que ça. Les bactéries ne peuvent pas survivre avec un trou. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est actif, entre autres, contre la listeria d'origine alimentaire que vous connaissez peut-être, qui cause la maladie alimentaire qu'on appelle la listériose, là, qui peut être quand même assez grave. Ça n'affecte pas les bonnes bactéries de l'intestin, donc, et ça va tuer donc des mauvaises bactéries, tout simplement en faisant des trous dans la paroi. Donc, mécanisme relativement simple. On a d'autres types de bactériocines qui ont des mécanismes plus complexes, comme entre autres la nysine Z, qui est produit ici par Lactococcus lactis MJC18. La nysine Z va inhiber la croissance des bactéries pathogènes, donc elle va réduire la capacité de croissance des bactéries pathogènes, mais elle est capable aussi de passer en circulation sanguine et d'avoir un impact sur tout le corps humain au niveau de la défense de l'organisme, entre autres dans des mécanismes d'action contre même les virus. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc on a de ces molécules-là qui peuvent avoir d'autres rôles bénéfiques au niveau de l'organisme qui sont propres à certaines souches de bactéries. Et là, vous voyez en fait dans ma diapo en haut de l'écran, j'ai marqué espèce versus souche, hein. Donc, juste pour être clair, l'espèce est mentionnée en noir, la souche est mentionnée en couleur.
Hein? Donc, l'espèce, c'est toujours quelque chose du genre Pediococcus lactici. Et là, en passant, ils ont changé de la nomenclature scientifique il n'y a pas très longtemps, en fait, des groupes de bactéries lactiques. Donc, ça se peut qu'il y en ait que vous ne reconnaissiez plus maintenant, là, pour tous ceux qui utilisent la nouvelle nomenclature. Et à côté, en fait, en couleur, vous avez le numéro de la souche qui, généralement, c'est des lettres avec des chiffres qui vont donner le nom à la souche. Et c'est extrêmement important de comprendre, en fait, dans le domaine des probiotiques, que c'est la souche qui a l'impact bénéfique sur la santé et non pas l'espèce. Et, et pour ce faire, la meilleure des parallèles qu'on peut faire, qu'on a beaucoup utilisé à l'époque où j'étais chez Bioca Plus, c'est la comparaison avec les chiens. Je ne sais pas si vous saviez, mais en fait, dans le monde vivant, les chiens sont tous de la même espèce. Donc, c'est le genre Canis, l'espèce Lupus et la sous-espèce Familiaris. Hein? Donc, les trois chiens que vous voyez à l'écran, c'est exactement la même espèce. Le Chihuahua, le Saint-Bernard et le Rottweiler, c'est la même espèce. Ce qui fait la différence, c'est des souches différentes. Donc, vous avez des souches de chiens qui sont des Rottweilers, des souches de chiens qui sont des Saint-Bernard, et vous avez des souches de chiens qui sont des Chihuahuas. Et ça, à quoi je veux en venir ici, c'est que c'est très simple, hein. Si vous vivez dans les Alpes françaises, vous avez à aller sauver des skieurs, puis vous essayez d'utiliser le Chihuahua, et pas sûr que vous allez réussir. Hein? Fait que vous comprenez dans le fond qu'on a ici la démonstration, si vous voulez, que des souches vivantes, en fait, de la même espèce, peuvent avoir des fonctions complètement différentes. De la même façon, essayer se défendre, en fait, ou d'avoir, en fait, un chien à la maison qui va être nous prévenir, en fait, des voleurs ou défendre, en fait, notre résidence. Avec un Rottweiler, c'est intéressant. Encore là, le Chihuahua. Mais si vous voulez traîner un chien dans votre sacoche, je ne suis pas sûr que le Saint-Bernard, ça va être facile. Donc, vous comprenez, hein, l'image est un peu nono, nonoun, mais elle est parfaite, en fait. Donc, dans les bactéries, c'est exactement la même chose. C'est les souches de bactéries qui vont apporter l'importance puis l'efficacité d'un produit et non pas l'espèce. Et je vais y revenir, en fait, tout à l'heure. Maintenant, si on continue en définition des termes, le terme parabiotique, qu'est-ce que c'est? C'est des cellules de probiotiques inactivées et ou des fragments de cellules. Puis ici, je vais revenir en fait sur les recherches que j'ai menées en fait à l'Institut Armand Frappier à l'époque. Donc, ça présente habituellement seulement qu'une partie des bénéfices des probiotiques vivants, comme par exemple la modulation immunitaire. Ça pourrait être utile pour des patients à risque comme ceux ayant un système immunitaire affaibli, une barrière intestinale déficiente ou des risques de septicémie, ou encore les bébés immatures à qui on voudrait stimuler le système immunitaire. Donc, il y a des applications extrêmement intéressantes des produits parabiotiques, mais il faut comprendre que dans un produit parabiotique, on n'aura pas tous les bienfaits nécessairement d'un probiotique. Mais quelqu'un, par exemple, qui aurait un système immunitaire extrêmement affaissé, dû à la prise de certains médicaments qu'il doit absolument prendre, ben, pourrait prendre quand même un produit parabiotique, malgré le fait qu'habituellement, on va le restreindre au niveau de l'usage des produits probiotiques. Ceci dit, donc, c'est des produits aussi qui sont stables sur une très grande période de temps, qui pourraient même être ajoutés dans différents types de suppléments ou différents types d'aliments, techniquement. Et là, je vous disais que je voulais revenir sur mes recherches, c'est qu'à l'époque, l'espèce que moi j'ai décrit comme étant probiotique, c'est Lactobacillus kefiranophaciens. On avait la souche R2C2, entre autres, hein, qu'on a amené en études cliniques des multicentriques en Allemagne. Euh, et à l'époque, en fait, une souche de bactéries qui avait R2C2, en fait, des impacts extraordinaires au niveau de la modulation du métabolisme humain, que ça passait par un gros impact au niveau du système immunitaire et une grosse modulation au niveau du microbiote intestinal. Et si la bactérie était morte, on avait quand même l'impact au niveau du système immunitaire, mais on n'avait plus l'impact au niveau de la modulation du microbiote intestinal. C'était extrêmement intéressant. Et là, je vous dis, ça, c'est des études donc, que j'ai fait au début des années 2000, il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, comment ça fonctionne tout ça? En fait, comment ça fonctionne les probiotiques? C'est pas très sorcier, vous allez voir, je vais tout vous simplifier l'explication. Donc, le microbiote est composé de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Ça fait que j'ai choisi donc la petite verte avec la bleue là, que je trouvais cute comme étant les bonnes, puis la orange et l'amour en fait comme étant des mauvaises bactéries, des bactéries pathogènes avec la petite verte pâle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dysbiose? En fait, c'est le déséquilibre de la composition du microbiote qui contient alors trop de pathogènes. Dans le fond, votre microbiote va toujours contenir des pathogènes. Vous allez toujours en avoir une certaine quantité, mais quand vos bonnes bactéries sont bien nourries, quand vous prenez soin de votre microbiote intestinal, vous avez beaucoup plus de bonnes bactéries que de mauvaises et ça empêche les mauvaises de nuire, si vous voulez. Et ce qui se passe, si vous mangez mal, en fait, si vous avez une mauvaise alimentation, vous vivez trop de stress, vous prenez des antibiotiques, vous allez tuer une grosse partie de vos bactéries, de vos bonnes bactéries. Vous avez laissé la possibilité à des mauvaises bactéries de s'implanter et ça va tout simplement augmenter
Donc, la présence des mauvaises et causer des problèmes de santé. Donc, quand on parle de causer des problèmes de santé, en fait, par les mauvaises qui vont varier selon la qualité de votre alimentation, mais entre autres aussi la prise d'antibiotiques. Ben, tout à l'heure, je vous mentionnais, donc, les fibres alimentaires qui sont des prébiotiques vont supporter donc les bonnes bactéries de votre intestin. Les antibiotiques peuvent détruire votre microbiote hein, et laisser l'implantation donc des bactéries pathogènes. Et trop de pathogènes va favoriser de l'inflammation dans tout le corps humain, des risques de dépression, les maladies cardiovasculaires, la prise de poids et ou le développement d'un foie gras, les problèmes de digestion et les maladies inflammatoires. Donc, il y a vraiment beaucoup de facettes de santé qui sont reliées donc à la santé de votre microbiote intestinal et donc qui peuvent être causées, amplifiées, accélérées par des dysbioses, des problèmes au niveau de la composition de votre microbiote. Comment les probiotiques vont agir là-dessus? C'est vraiment très simple. C'est que la prise d'un probiotique va aider à rajouter des bonnes bactéries en augmentant la présence de vos bonnes bactéries et non pas celles que vous prenez dans le supplément. Donc, c'est quand même intéressant, mais la majorité des études scientifiques dans le domaine ont montré que les probiotiques qu'on prend au niveau des suppléments, leur premier rôle avant tout, c'est d'augmenter vos bonnes bactéries dans la composition de votre microbiote et non pas de s'implanter elles-mêmes. C'est une grosse différence. C'est que généralement, après 2 ou 3 semaines d'arrêt du probiotique, on ne retrouve plus les souches exogènes que vous avez ajoutées, donc les souches de bactéries que vous avez prises dans le produit probiotique, on va retrouver seulement que vos bonnes bactéries à vous, ça va augmenter votre bonne population de bactéries. Et c'est important de comprendre cet élément-là, puisque je vais y revenir tout à l'heure. Dans la sélection des produits, on peut avoir tendance à mal choisir les produits à cause justement de cette facette-là. Donc, si je continue dans le comment ça fonctionne, en fait, si on va plus loin, un, les bactéries, les bonnes bactéries de notre intestin, elles vont compétitionner pour la nourriture. Fait que si vous avez beaucoup de bonnes bactéries, ils vont empêcher les bactéries pathogènes de se développer en s'appropriant tout simplement la ressource alimentaire, puis en vous aidant du même coup aussi hein, à digérer vos aliments, puis à bien insérer ou à bien absorber en fait tous les nutriments que vous retrouvez à l'intérieur de votre alimentation. Ils vont compétitionner pour l'adhésion. Ils vont compétitionner pour la place, l'espace en tant que tel, en occupant tout simplement l'espace au niveau de la paroi intestinale. Votre paroi intestinale a une couche de mucus protectrice à laquelle justement les bonnes bactéries sont capables d'adhérer, de se joindre à la surface et de créer donc un espace qui est occupé par les bonnes bactéries. Si l'espace n'est pas occupé par les bonnes bactéries, comme par exemple prenez un antibiotique, vous tuez une grande partie des bactéries. Si vous ne protégez pas votre microbiote en prenant un probiotique durant la prise de l'antibiotique et après, en fait, souvent on va conseiller de le prendre durant et 1 ou 2 semaines après la prise de l'antibiotique, ben, vous allez laisser des espaces vides qui vont être automatiquement occupés par des bactéries pathogènes. C'est ça la problématique reliée à l'usage, entre autres, des antibiotiques et ça risque de causer de la diarrhée. Donc, il va stimuler la défense aussi de votre système immunitaire. Donc, les bonnes bactéries de votre intestin vont aussi orienter votre système immunitaire à se défendre contre certaines bactéries qui pourraient être présentes à l'intérieur de votre microbiote. Et certaines bactéries vont carrément se défendre d'elles-mêmes via la production de bactériocines que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc qui sont des antibiotiques naturels qui vont tuer spécifiquement les mauvaises bactéries. Donc, comme je vous l'ai dit, la possibilité de produire des bactériocines est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est ce qu'on appelle aussi un post-biotique. Donc, c'est produit par la bactérie suite à sa fermentation à elle. Et ça va tuer des bactéries pathogènes. Ça va faciliter justement la remise en place d'une bonne composition du microbiote intestinal. Donc, ça peut aider à résorber donc une dysbiose. Donc, la production de bactériocines, c'est bien documenté. C'est important, en fait, que ça soit étudié, que les molécules en question aient bien démontré qu'elles tuent spécifiquement les mauvaises bactéries et ne vont pas déranger les bonnes bactéries de l'intestin. Donc, c'est le cas habituellement. Et normalement, c'est documenté de la littérature scientifique. Donc, maintenant, les caractéristiques d'une souche ou d'un produit probiotique, c'est intéressant aussi de le voir. On en parle beaucoup moins de ça, mais on en parlait beaucoup il y a une vingtaine d'années. C'est comme si maintenant on prenait ça pour acquis, en fait. Mais au niveau de la recherche, ce qu'on va considérer, donc, qui est une bactérie potentiellement probiotique, parce que ce qui va confirmer qu'elle l'est, c'est les études cliniques, en bonne et due forme. Donc, avant tout, les éléments que vous voyez là permettent de considérer que c'est peut-être une bonne bactérie probiotique, mais c'est les résultats cliniques qui vont nous le confirmer. Donc, c'est des micro-organismes vivants non pathogènes, résistants à l'acidité de l'estomac et aux selles biliaires, qui vont adhérer aux cellules intestinales, vont être capables de coloniser un intestin, donc dans lequel il n'y aurait pas de bactéries ou dans lequel il y aurait des espaces de libre. Vont moduler notre système immunitaire, vont produire des substances antimicrobiennes et ou réduire le pH intestinal,
Parce que quand on réduit le pH intestinal aussi, on nuit à la croissance des mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries, généralement, ne sont pas capables de croître ou de se développer à des pH inférieurs au pH de 7. Donc, à la minute où on a des bonnes bactéries de l'intestin qui ont tendance à réduire un peu le pH de l'intestin, on nuit justement à la présence des mauvaises bactéries. Toutes ces caractéristiques-là vont dépendre de la façon dont les souches microbiennes sont produites. Donc, et là, je vais vous donner un exemple, en fait, pour bien vous expliquer pourquoi j'en parle et qu'est-ce que c'est au juste. Et ça réfère, entre autres, au sérieux des entreprises dans la production qui vont faire justement de leurs probiotiques et à l'importance de faire affaire avec des entreprises, justement, qui savent qu'est-ce qu'ils font au niveau de la production. Ce que vous avez ici à l'écran, c'est une étude vraiment fantastique qui avait été publiée en 2011 où ils ont fait venir 11, 15 souches de Lactobacillus rhamnosus GG. Donc, qui est une bactérie extrêmement connue, une des souches de bactéries les plus étudiées dans le domaine des probiotiques à l'échelle internationale. Ça nous vient de l'Ontario, donc de Gregory Reed, en fait, un chercheur ontarien, qui a rendu la souche disponible à une multitude d'entreprises, en fait, et de laboratoires de recherche de partout dans le monde à l'époque. Et ça a fait en sorte que plein d'entreprises se sont mis à l'utiliser. C'est encore le cas aujourd'hui. En fait, c'est quand même des souches de probiotiques qui sont extrêmement intéressantes en santé humaine. Et là, ici, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont rapatrié des souches, donc de Lactobacillus GG, donc dans des produits qui étaient produits de par le monde, un peu partout, 15 produits différents. Ils les ont caractérisés pour confirmer que c'était bel et bien Lactobacillus rhamnosus GG, et ils les ont comparés sur une multitude de facettes. Et là, moi, je vous rapporte juste un des éléments, en fait, de l'article scientifique, qui est la compétition pour l'adhésion contre certains pathogènes. Tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, que les bactéries probiotiques peuvent compétitionner pour l'espace et occuper l'espace de façon à empêcher les pathogènes de s'implanter dans l'intestin. Ben, on est capable de reproduire ça, en fait, en laboratoire, puis d'étudier la capacité qu'ils ont à le faire pour identifier, en fond, des sources de probiotiques qui seraient capables de compétitionner encore plus face à certains types de pathogènes cadeaux. Donc ici, vous avez quatre types de pathogènes différents. Les quatre petits tableaux que vous voyez, là, c'est quatre types de pathogènes différents. Et plus la souche de GG qui est présentée est efficace pour compétitionner pour l'espace, plus la barre va aller loin du côté gauche, OK? De la ligne que vous voyez. Et ce que vous voyez à droite, c'est des souches qui n'ont pas été capables de compétitionner pour l'espace, où il y a même une augmentation même de la présence des mauvaises bactéries quand on utilise ces souches-là. Pourtant, c'est toute la même souche. C'est tout exactement la même affaire. Ce qui différencie en fait ces résultats-là, puis qui montre qu'on a des résultats différents face à quatre types de bactéries pathogènes différentes, parce que les pathogènes que vous voyez là, ce qui le différencie, c'est la façon dont ces souches-là ont été produites, mais c'est toute la même souche. Donc, ce que ça nous montre, en fait, qui est extrêmement important de considérer aussi, c'est que derrière même la documentation scientifique des souches, il faut que les bactéries en question soient produites en laboratoire de la bonne façon pour réussir à avoir les bons résultats tels que démontrés en études cliniques. Donc, ça démontre encore là qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on choisit et s'assurer d'avoir des entreprises très, très sérieuses dans la production de nos suppléments. Sinon, ce que vous allez consommer, ça va être un peu n'importe quoi, là. Et là, un autre élément à considérer, en fait, ben, plusieurs facettes, là, mais là, je vous ai parlé des facettes reliées à une souche de probiotiques. C'est quoi une bonne souche? OK? Maintenant, on va regarder c'est quoi un bon produit, parce que c'est différent. Quand on amène la souche en production pour en faire un produit qu'on va mettre en capsule, qu'on va vendre comme un supplément, alors on a un produit complet. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, les caractéristiques d'un bon produit? C'est que ça va contenir des souches bactériennes bien identifiées. C'est sûrement l'élément le plus important. C'est une chose à retenir, retenez celle-là, c'est extrêmement important. On va fournir des allégations supportées par des données cliniques de souches bien documentées. Donc encore là, c'est réellement important, c'est les données cliniques des souches. On va permettre une stabilité suffisante pour une espérance de vie tablette qui respecte les dates de péremption du produit. Contenir suffisamment de bactéries, hein, en quantité par souche à la date de péremption pour respecter les données probantes. Donc il faut qu'on contienne à date de péremption encore suffisamment de bactéries pour que le bénéfice santé représente ce qui a été utilisé en études cliniques pour chacune des souches. Et respecter les conditions de production, de formulation qui ont été utilisées pour l'obtention des données cliniques, entre autres aussi si ça incluait de l'enrobage entérique. L'enrobage entérique est une facette importante à considérer. Et normalement, on devrait protéger les bactéries de l'humidité. Pourquoi je vous dis ça, en fait, c'est que vous allez voir tout à l'heure, des bactéries séchées, c'est pas nécessairement très stable dans le temps, même que c'est assez instable. Et là, l'industrie a développé toutes sortes de facettes pour réussir à augmenter la stabilité des bactéries une fois séchées, puis vous permettre d'avoir accès à des produits qui vont être stables en tablette pendant 2 ans.
Donc, c'est réel, on a des produits qui sont stables en tablette pendant 2 ans, mais il y a toujours un défi qui demeure, en fait, et c'est l'humidité. Parce que ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que les bactéries lyophilisées, hein, sont séchées à froid. Une bactérie séchée, dans le fond, c'est lyophilisé, c'est un séchage à froid qui enlève toute l'humidité de la bactérie. Elle reste en dormance, en fait, tant et aussi longtemps que vous n'allez pas remettre l'humidité en place. Et si vous remettez un petit peu d'humidité en place, automatiquement, la bactérie va essayer de reprendre vie. Et s'il n'y a pas assez d'humidité, elle va mourir, tout simplement. Et si elle n'est pas utilisée, elle va mourir. Donc, ils sont très, très sensibles à l'humidité pour réussir à les garder en dormance. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand vous voyez des produits probiotiques qui sont en bouteille et que vous débouchez le bouchon de la bouteille pour prendre des capsules, automatiquement, l'humidité de la pièce rentre dans la bouteille et les bactéries vont se mettre à mourir. Donc, c'est triste, là. Si le produit en bouteille est pris à l'intérieur d'une période de temps très courte, là, admettons une semaine ou deux, là, ça n'a peut-être pas un si gros impact que ça. Mais c'est sûr et certain que si vous gardez une bouteille de probiotiques plusieurs mois qui a été ouverte, les bactéries dedans vont mourir. Votre produit ne sera plus bon. Donc, techniquement, si on veut faire des produits de grande qualité qui peuvent être conservés pendant une certaine période de temps, on devrait les mettre en blister, en emballage individuel, qu'on appelle généralement des blisters que vous voyez au bas de l'écran. Maintenant, donc, un autre élément aussi d'autres éléments, en fait, que je voulais vous mentionner. Ah oui, c'est vrai, avant d'aborder l'enrobage entérique. Quand je parle de souches bien identifiées, là, c'est que sachez, en fait, que le domaine des probiotiques n'est pas exclu, en fait, de tous les problèmes de qualité qu'on a dans le domaine des suppléments. C'est des problèmes à l'échelle internationale. C'est comme ça dans tous les pays, hein. La réglementation canadienne a amélioré beaucoup de facettes, mais c'est loin d'être encore parfait. Et regardez ici, en fait, une étude qui a été publiée en 2021 compilait des résultats d'analyse de 104 produits de différents pays de par le monde. 56 des produits contenaient les espèces mentionnées sur l'étiquette, hein, c'est 54% en tant que tel des produits. 48 des produits contenaient des espèces contaminantes ou des espèces en moins que celles mentionnées sur l'étiquette. Autrement dit, on a 54% des produits testés des 104 qui étaient corrects. Vous en avez 48 produits, donc 46%, pratiquement la moitié des produits qui étaient incorrects. Soit il y avait des contaminants, ou soit ils ne contenaient même pas les espèces qui étaient mentionnées sur l'étiquette. Et 56% avaient la bonne quantité de bactéries. Donc, vous comprenez un petit peu la problématique au niveau de la qualité. Donc, souvent, ce qu'on s'attend d'acheter, c'est même pas ce qu'il y a dans la bouteille. Donc, comment on choisit? Hein, c'est un peu complexe. Regardez bien, on va comparer deux produits, en fait, pour pousser le bouchon un peu plus loin, faire un mauvais jeu de mots. Donc, on va comparer deux produits. Puis ici, je vous dis, tout le monde, hein, soyez pas choqués de la chose. Tout le monde se tromperait, je suis convaincu. Probablement que moi-même, en fait, si je ne le savais pas, je me serais trompé à regarder ça. C'est que vous avez à gauche le produit écologique. Et là, c'est deux produits qui existent pour de vrai, qui ont été testés en études cliniques pour la même application, qui sont les diarrhées reliées aux antibiotiques, qui est quand même une application très, très largement utilisée dans le domaine des probiotiques. Donc, écologique, c'est 10 souches de bactéries dont deux souches de Lactobacillus acidophilus. Je n'ai pas mis le reste de la nomenclature des souches pour alléger l'image. À 10 milliards de bactéries par jour. Et à côté, vous avez BioTree, qui est trois souches de bactéries à 1,7 milliard de bactéries par jour. Donc ici, là, quand je demande à quelqu'un, qu'est-ce que vous auriez pris comme probiotique? Vous voyez ça en tablette, là? Ben, à droite, vous n'avez pas de lactobacilles et pas de bifidobactéries. Puis à gauche, vous avez plein d'espèces de lactobacilles, puis vous avez des espèces de bifido. Là, généralement, le monde, ils se dit: ah oui, ça c'est important, lactobacilles puis bifido. Là. Et il y a 10 milliards de bactéries, ça c'est important, il y en a plus que 1,7 milliard, donc on va prendre écologique. Hein? Donc c'est assez simple comme raisonnement, regardez bien ça. Donc, les résultats cliniques, vous avez la référence en bas, zéro open bar. Aucun effet significatif sur les principales populations du microbiote intestinal. On n'a pas vu de variation de changement au niveau de la composition du microbiote. Aucune réduction des mouvements intestinaux et diarrhéiques. Ça n'a pas marché. OK? Et quand on regarde maintenant le deuxième produit qui est BioTree, où là vous avez 1,7 1,7 milliard de bactéries par jour, vous avez une augmentation des populations fécales de lactobacilles et de bifido, une diminution de la sévérité des diarrhées aiguës et une diminution de la durée d'hospitalisation. Donc ça, c'est un produit qui a fonctionné. Donc, voyez-vous, en fait, ici, on a une augmentation des populations de lactobacilles et de bifido, puis pourtant, il n'y en a pas dans le produit. Tout à l'heure, je vous l'ai mentionné rapidement, je vous ai dit que un bon probiotique va augmenter les populations de vos bonnes bactéries à vous, et il ne va pas nécessairement lui-même s'implanter. Donc, c'est une erreur d'essayer de chercher à prendre les bactéries qu'on voudrait qui augmentent dans notre microbiote. Ce qu'on devrait chercher à faire, avant tout, c'est de s'assurer de prendre vraiment un très bon probiotique parce qu'il va augmenter les populations de nos bonnes bactéries, même celles qui ne sont pas contenues dans le produit. Vous comprenez la chose, là? C'est extrêmement important de le comprendre.
Donc, ce n'est pas le type de bactérie utilisée nécessairement dans le produit qui va être garant du bénéfice santé, ni même la quantité des bactéries qui est présente. Donc, je vous le répète, là, regardez bien, ça ne fonctionne pas, et ceci, ça a fonctionné. Donc, il faut vraiment se soucier, dans le fond, de l'efficacité et de la démonstration clinique derrière les souches et toutes les démonstrations scientifiques derrière les souches de bactéries. Maintenant, si on pousse un petit peu plus loin, en fait, au niveau de la conservation des probiotiques, parce que moi, je dis souvent aux gens de garder vos produits probiotiques au réfrigérateur, puis là, il y en a plein qui disent ouais, mais ce que j'ai acheté, c'est pas nécessaire, c'est pas marqué sur l'étiquette. Ouais, OK, attendez une minute, on va regarder ça ensemble, OK? Ici, ça, donc conservation à 4 degrés Celsius sous température de la pièce. C'est un article scientifique qui a été publié en 2010 là, dans lequel on testait différentes approches pour augmenter la viabilité des bactéries le plus longtemps possible à température de la pièce. OK? Donc, ces deux souches différentes, regarde, de Lactobacillus rhamnosus, vous voyez, le nom des souches est mentionné, là, c'est IMC 501. Ça, c'est le nom de la souche. Le nom de l'espèce, c'est Lactobacillus rhamnosus. Et en bas, vous avez Lactobacillus paracasei. Donc, en haut, vous avez une des souches, en bas, vous avez la deuxième souche. Et ça, c'est à 4 degrés Celsius durant 5 mois. OK? C'est juste 5 mois. Donc, vous voyez, c'est plutôt stable en haut. En bas, il y a certains éléments qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent plus ou moins au niveau de la conservation des bactéries. Et là, faites attention, le tableau est en log. Ça veut dire qu'à chacune des barres que vous voyez dans le tableau, on baisse d'un facteur 10 en concentration de bactéries. OK? Je vous dis ça parce que quand on regarde ce qui se passe à température de la pièce, c'est plutôt impressionnant. Hein? C'est que là, vous avez les mêmes souches, mais sont à température de la pièce au lieu d'être à 4 degrés Celsius. Et si vous regardez les barres en question, là, donc en haut, on est à 11 au début, hein? Et à la fin, on est environ, dans la majorité, la moyenne, disons, environ à 8. Ça veut dire qu'on a baissé de 3 barres. Ben, 3 barres, c'est 3 facteurs 10. Hein? Donc, donc, la première barre qu'on baisse, il y a 10 fois moins de bactéries. La deuxième qu'on baisse, il y a 100 fois moins de bactéries. Puis la troisième qu'on baisse, il y a 1000 fois moins de bactéries qu'initialement. Donc, vous avez 1000 fois moins de bactéries en 5 mois à température de la pièce que ce que vous en aviez au début. Donc, il faut comprendre en fait que l'industrie a développé des techniques pour augmenter la durée de vie tablette. C'est vrai, ça marche. Mais ce qu'on fait, puis là, je vais vous dire un secret, dites-le pas à personne. On garde ça entre nous, OK? C'est que l'industrie va doubler, voire même tripler la quantité de bactéries initiales pour s'assurer d'avoir encore la dose qui est écrite sur la boîte à date de péremption. Donc, c'est ça qu'ils font. Et techniquement, si vous voulez garder le plus de bactéries vivantes le plus longtemps possible, à la maison, mettez-les dans le frigidaire. OK? Fait que c'est sûr que si vous partez en voyage, capotez pas, là. Vous êtes en voyage un mois, ben même 2 semaines, bon, un mois pour les chanceux, mettons. En un mois, ça n'aura pas une grosse variation de les garder à la température de la pièce. Ça, c'est pas là qui. Mais si vous en gardez à long terme, vous êtes mieux de les mettre dans le réfrigérateur. Comprenez? Donc, si je continue maintenant au niveau d'un autre aspect, protection entérique, qui malheureusement est très malmené dans le domaine, je vous montre des résultats d'une étude qu'on a menée à l'époque où j'étais vice-président sciences et développement chez Bioca Plus. Donc, c'est une étude québécoise carrément qui avait démontré une grande variabilité des taux de survie des bactéries, spécifiquement les lactobacilles et les bifidos, contenus dans différents types de produits commerciaux. Regardez bien ça. 17 produits qu'on a testés dans le marché à l'époque en utilisant la méthode reconnue internationalement pour le passage à l'estomac. Parce que ça, des fois, j'entends du monde dire ouais, mais là, c'est un estomac vide, blabla, si on mange. Écoutez, oui, la méthode reconnue internationalement, on la teste avec 17 produits. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a juste les 4 produits qui ont des enrobages entériques qu'on est encore capable de voir des bactéries en milliards après le passage à l'estomac. Tous les autres, on n'est plus capable de voir des bactéries en milliards. Donc, quand il y a des petits fins-fins qui vous disent que les bactéries probiotiques résistent de toute façon au passage à l'estomac, c'est vrai en partie, OK? Ils ont une capacité à résister à un certain niveau d'acidité, mais la population va chuter drastiquement très rapidement. Et il faut donc les protéger. Si on veut que notre produit soit vraiment efficace rendu à l'intestin, il faut les protéger du passage à l'estomac. Tous les produits de qualité dans le domaine des probiotiques devraient avoir une protection gastrique sans aucune exception. Donc, conclusion sur les critères produits, la viabilité est primordiale jusqu'au site d'action. Donc, encore là, on peut utiliser une protection entérique. La stabilité et les bénéfices santé dépendent des conditions de production et de conservation des souches, donc favoriser les produits encore en emballage individuel, ce qu'on appelle des blisters. Plus la quantité de bactéries est élevée, plus le potentiel d'efficacité est important. C'est vrai, mais il faut faire attention parce que vous avez vu tantôt qu'on aurait pu se tromper en considérant 10 milliards au lieu d'1,7. Donc, si vous avez les bonnes souches de bactéries, oui, la quantité peut être importante, mais ça prend une bonne souche avant tout. La quantité de chacune des souches utilisées devrait correspondre aux quantités ayant été utilisées pour des démonstrations cliniques. Et là, méfiez-vous, quand vous voyez des produits qui a 10 souches de bactéries ou qui a 14 souches de bactéries, puis là, vous regardez sur l'étiquette,
Il y en a deux qui sont à 2 millions ou 3 millions chaque, ou 2 milliards ou 3 milliards chaque, excusez-moi. Puis les autres sont tous à 500 millions chaque, dans des quantités équivalentes, là. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Généralement, ça veut dire que c'est n'importe quoi. Parce que les quantités testées en études cliniques sont généralement pas toutes égales pour toutes les souches. Donc, si on formule à mancher de même, vous risquez d'avoir très peu de résultats. Donc, l'importance des souches d'origine humaine. Ça aussi, c'est un autre élément qu'on entend beaucoup parler. Ben, ici, il faut comprendre une chose. Dans l'évolution humaine, en fait, là, notre être humain de l'homme des cavernes, qui, d'un point de vue évolutif, c'est hier. Hein? Donc, on est encore tous et chacun des hommes des cavernes, légèrement un peu plus propres pour la majorité des gens, et un peu mieux habillés aussi pour la majorité des gens encore là. Et et techniquement, où on les prenait, nos probiotiques? Parce qu'il y en a toujours eu, là. Je veux dire, c'est pas nouveau dans l'histoire humaine, en fait, qu'on consomme des bonnes bactéries pour améliorer notre microbiote intestinal. C'est qu'il venait beaucoup de la verdure, en fait, qu'on mangeait, puis des légumes. C'était des espèces de probiotiques, en fait, qui étaient sur les aliments qu'on consommait, qui venaient très majoritairement, justement, des légumes et de la verdure. C'était pas des souches d'origine humaine. Ce qu'on appelle des souches d'origine humaine, en fait, c'est des souches qui ont été carrément prélevés, en fait, à l'intérieur du microbiote humain ou encore même du lait maternel, parce qu'il y en a, en fait, ça existe. Mais il y a beaucoup, beaucoup même des bactéries qu'on va retrouver au niveau de notre intestin, que c'est des bactéries qui, originalement, dans la nature, on les retrouve sur des végétaux. Parce que, justement, historiquement, c'est là qu'on les consommait, puis c'est là qu'on les trouvait. Puis quand on regarde toute la phylogénie, même du groupe des bactéries lactiques, qui sont des probiotiques, la très, très vaste majorité proviennent justement de bactéries du monde végétal. Donc, c'était notre source, en fait, à l'origine. Donc, il ne faut pas penser qu'un probiotique serait nécessairement meilleur parce qu'il vient d'origine humaine. OK? C'est pas un critère nécessairement de qualité. Et favoriser une entreprise sérieuse, comment on fait ça? Je vais vous donner certains critères, en fait, certains éléments. Il faut poser des questions. Le mieux, c'est ça. Si vous posez des questions et il n'y a personne qui répond, ça commence mal. OK? Donc, qu'est-ce qu'on demande comme question? Utilise-t-elle des souches bien documentées, bien identifiées? Si vous n'êtes pas capable de trouver de documentation scientifique sur la raison des souches dans le produit, ça va mal. Parce que techniquement, c'est la première affaire que la compagnie devrait faire pour faire preuve de transparence, en fait, puis de sérieux, c'est de donner des références scientifiques, de montrer d'où proviennent les souches. Respectez les dosages de chacune des souches. Encore là, c'est la même affaire. Si vous fouillez sur les souches, pour ceux et celles qui sont capables de fouiller dans la littérature scientifique, puis vous vous rendez compte que l'étude clinique sur la souche en question a été faite à 10 milliards, dans le produit, il y en a rien que 3, ça va mal. Ces produits ont-ils une protection entérique? On en a parlé tout à l'heure. Ont-elles des résultats de stabilité sur le produit fini? Normalement, ça, c'est une obligation de Santé Canada. Hein, ça fait que normalement, toutes les compagnies devraient avoir ça pour les produits canadiens. Fait-elle de la R&D? A-t-elle des applications spécifiques? C'est quand même quelque chose de pertinent à regarder. A-t-elle optimisé ses conditions de production et son programme de qualité et sécurité? Ça ressemble à quoi? Vous pouvez poser des questions. Normalement, les compagnies vont vous répondre. Hmm? Maintenant, comment on les utilise, en fait? Parce que ici, c'est super intéressant parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui prennent des probiotiques et ils ne savent pas trop, finalement, quand est-ce qu'on doit les utiliser, pourquoi, est-ce que je devrais arrêter, est-ce que je dois changer, parce que, bon, on est informé de toutes sortes d'affaires dans le domaine. Euh, donc, comment les utiliser? Avant tout, bien choisir le produit. Hein. Ça fait quand même un petit bout de temps que je vous en parle. Éviter les produits dont les souches ne sont pas mentionnées. S'il n'y a pas de souche de mentionner sur l'étiquette, donc c'est juste des noms d'espèces, mettez ça dans la poubelle. OK? C'est une belle mauvaise idée. Et si les numéros des souches ont l'air d'avoir été inventés, ça aussi, c'est vraiment pas bon. Comment qu'on voit ça? Ben, c'est parce que si vous voyez les numéros de souche qui sont reliés uniquement à l'entreprise qui vend le produit en question, puis vous fouillez dans la littérature scientifique, puis vous trouvez aucun numéro de souche apparenté à ces numéros-là, c'est pas bon, OK? Parce que là, il y a quelque chose qui vous cache, là, où ils ont inventé un numéro de souche, c'est n'importe quoi. Favoriser une consommation alimentaire journalière de fibres de sources variées à la prise d'un prébiotique, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est toujours ce que moi je vais favoriser. Un probiotique avec protection entérique à favoriser aussi peut être pris n'importe quand. Parce que là, faites attention. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'on devrait prendre un probiotique en fait en mangeant parce que vous allez l'envoyer dans l'intestin avec la nourriture. Techniquement, ça n'a pas beaucoup de fondement scientifique parce que les vrais bons probiotiques sont capables de s'alimenter de votre mucus intestinal. Il n'y aurait pas besoin que vous donniez de la nourriture avec. Hein. Donc ça, c'est beau comme discours, mais et ce discours-là a été beaucoup, en fait, supporté aussi par les compagnies qui vendent des produits qui n'ont pas de protection entérique. Ils disent que les bactéries résistent pareil. Puis ils disent que pour éviter l'impact du pH de l'estomac, prenez-le en mangeant, parce qu'en envoyant des aliments dans l'estomac, le pH a augmenté un petit peu, il va être moins, va moins tuer vos bactéries. C'est vrai en partie,
Mais honnêtement, c'est un peu n'importe quoi. Je veux dire, quand on est rendu là, prenez donc des bactéries avec un enrobage entérique, prenez pas de chance. Et là, les bactéries avec des enrobages entériques, vous pouvez les prendre n'importe quoi, n'importe quand, finalement. Donc, techniquement, moi, je vais vous dire deux choses, là. Ça peut faire un certain sens de prendre des probiotiques en mangeant, OK, d'un point de vue scientifique. D'un autre côté, moi, je les prends avant de me coucher le soir. Pourquoi, en fait? Parce que le soir, avant de se coucher, notre intestin va devenir en dormance toute la période de la nuit. Et vous allez là avoir une période de temps très longue dans laquelle l'intestin est plus vide aussi que pendant la journée. Et vous allez peut-être avoir plus de chances que vos bactéries du probiotique soient capables de déloger, en fait, ou de mieux combattre les bactéries pathogènes de votre intestin. C'est une hypothèse, mais moi, j'aime bien cette hypothèse-là et je prends souvent les miens le soir avant de me coucher. Donc, la prise d'un bon probiotique devrait être envisagée au minimum 3 à 4 fois par année. Moi, je vous encourage de le faire au moins une fois par saison. Donc, durant un mois, donc vous prenez à tous les jours durant un mois pour favoriser un bon microbiote intestinal puis aider justement à obtenir les bénéfices associés. Maintenant, il y a des gens qui ont des problèmes de digestion qui vont avoir à en prendre tout le temps. Et pour ces gens-là, moi, je vais vous dire un autre élément que souvent les compagnies ne vous diront pas. Si vous avez, par exemple, un syndrome de l'intestin irritable, puis que le probiotique en question vous fait un bienfait fou, ben là, arrêtez-les pas, ça va de soi, prenez-le. Mais ce que vous pouvez vous rendre compte, faites des essais, faites des tests, là. Souvent, on se rend compte qu'un bon probiotique, vous allez être capable de le prendre aux 2 ou 3 jours, puis ça va faire quand même. Donc, ça va réduire le coût finalement que ça va représenter pour vous. Et je vous le dis, souvent, beaucoup de gens, même avec un syndrome d'intestin irritable, sont capables de prendre le probiotique à tous les 2 ou 3 jours. Donc, il faut voir la fréquence qui, en fait, vous convient. Et si c'est obligatoirement à tous les jours dans votre cas, ben, prenez-le tous les jours, il n'y a pas de problème à le faire. Donc, un bon probiotique pourrait vous causer des inconforts au début, nécessiter une période d'adaptation. Ça, il faut faire attention justement parce qu'encore là, on entend n'importe quoi dans le marché. C'est que souvent, des gens vont vous dire: Ah, ben, si tu réagis mal au produit, là, c'est parce qu'il ne te convient pas. Bien, faut faire attention parce que la poussière de la tablette, vous n'allez pas réagir si on vous la met en capsule. Ça n'aura pas zéro bénéfice santé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais c'est qu'un produit probiotique inefficace va rien faire et n'aura pas d'impact sur votre microbiote et ne causera sûrement pas d'effets secondaires. Si vous avez un produit probiotique très efficace, ça se peut que votre microbiote soit tellement en mauvaise condition que le combat avec les mauvaises bactéries qui va prendre place vous cause momentanément justement des effets secondaires puis des troubles digestifs, malgré le fait que ça serait supposé d'aider. Fait que faites attention quand vous prenez un probiotique, persévérez pendant 3, 4 jours, une semaine, peut-être même 2 semaines. Là, c'est sûr que si c'est insupportable, oubliez ça. Si ça cause des gros problèmes, au pire, espacez les journées pour voir si vous allez vous adapter. Parce que souvent, ce que vous notez comme observation, finalement, c'est que ça marche. C'est qu'il se passe de quoi? C'est que vos bons probiotiques sont en train de combattre les mauvaises bactéries et que si vous continuez, vous perdurez, vous allez peut-être vous adapter et tout va peut-être rentrer dans l'ordre et ça va s'améliorer. Vous comprenez la chose? Donc, il faut faire attention à cet élément-là et pas nécessairement tirer la conclusion que c'est un produit qui ne vous convient pas. Donc, vous êtes votre patient numéro un. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que surtout dans le domaine du microbiote intestinal puis de la santé digestive, on voit tellement de choses qui sont uniques à certaines personnes et qui sont. Fait que faites attention à tout ce que vous entendez de ce que comment que les gens et les autres personnes ont réagi, puis qu'est-ce qui s'appliquait à eux, puis qu'est-ce qui ne s'applique pas à vous. Faites, faites vos propres tests, en fait, et tenez compte de comment vous réagissez. Considérez aussi la prise d'un bon probiotique durant les périodes à risque d'infection des voies respiratoires. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ben, les parties de Noël, entre autres. En fait, on devrait, pour supporter notre microbiote intestinal, pour l'aider justement dans son impact bénéfique au niveau de notre système immunitaire. Vous pouvez prendre des suppléments pour le système immunitaire, ça va de soi, mais de prendre justement aussi les probiotiques, ça va juste mettre plus de chance de votre côté. Bon, donc les parties, les congrès, les places où on se retrouve entouré de personnes, ça fait beaucoup de sens. Les voyages, tout le monde devrait le faire au moins une semaine avant de partir en voyage, pendant le voyage et 1 ou 2 semaines en venant de voyage pour être certain de ne pas ramener des amis qu'on ne voudrait pas ramener. OK? Et si vous avez des symptômes digestifs, donc constipation, diarrhée, ballonnement, il y a certains produits qui sont spécialisés pour certaines facettes de santé, mais il faut comprendre que généralement, un bon probiotique va agir sur vraiment une multitude d'aspects. Donc, ce que je vous dis là, en fait, là, c'est pour éviter aussi la dérive qui se passe actuellement, où on est quasiment capable de choisir un produit probiotique qui convient à la couleur de vos cheveux. Ben, les produits probiotiques, honnêtement, selon, par exemple, votre âge ou l'étape que vous êtes rendu dans votre vie, à part les bébés, les enfants, les autres, honnêtement, c'est un peu n'importe quoi. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de chercher un probiotique qui convient à une femme.
OK? Donc, vous comprenez, normalement, le probiotique, les hommes, les femmes, ça va être la même affaire, là. Vous n'avez pas besoin non plus, si vous avez des ballonnements, prendre un probiotique pour les ballonnements, un pour qui va aider à la composition de votre microbiote, puis un qui va aider, par exemple, en fait, au transit. Ben non, ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, un bon probiotique va tout faire. Vous comprenez la patente, là? Ça fait qu'embarquez-vous pas là-dedans, là. Vous êtes en train de vous faire vendre des affaires pour rien. Hmm? Et c'est pas nécessaire de changer de produit lorsqu'on a trouvé un bon probiotique qui nous convient, parce que je vous l'ai dit, techniquement, les bactéries ne s'implantent pas de toute façon. Donc, tout ce qu'elles font, c'est continuer à encourager vos bonnes bactéries à prendre de la place et continuer à décourager les mauvaises bactéries de s'implanter. L'équilibre du microbiote intestinal est essentiel à la santé humaine, on le sait. Parmi les termes utilisés, hein, c'est le terme probiotique qui est vraiment le plus important avec la question des souches. Donc, la question des prébiotiques, je vous en ai beaucoup parlé. Attardez-vous pas nécessairement à ça. Variez la consommation alimentaire, comme justement Andréane va vous l'enseigner. Et la présence des souches probiotiques documentées par des études scientifiques publiées est sûrement le critère de qualité le plus important. Si on a de la difficulté à chercher dans la littérature scientifique, ben, référez-vous au site Internet du fabricant. Si vous n'avez pas de données sur les souches en question, ça va mal. La stabilité et la protection du produit de maintenir son activité sont des caractéristiques à valider. L'efficacité des produits probiotiques n'est pas garant ni de la quantité totale de bactéries. Donc faites attention, là. Comme je vous l'ai montré, choisissez pas en fonction du nombre de dizaines de milliards. C'est pas parce qu'il y a un produit qui est rendu à 100 milliards de bactéries qui est nécessairement meilleur que lui qui en a 10 milliards. Vous comprenez? Ça peut, oui, avoir un impact, mais avant tout, c'est la qualité des souches qui vont l'amener. Et le nombre d'espèces ou de souches présentes ne va pas nécessairement aider non plus. Donc là, étant donné la complexité à faire des choix, donc l'entreprise derrière le produit peut être importante. D'un, si vous ne trouvez pas facilement non plus la compagnie qui est derrière le produit, oubliez ça, là. Vous n'êtes pas capable d'identifier où c'est produit, comment c'est fait, etc. Oubliez ça. On devrait toujours être capable, dans le domaine des suppléments, de savoir d'où ça vient. Donc, rapidement, justement, avant de répondre à vos questions, on a tout simplement les références que je vais, scientifiques de la conférence d'aujourd'hui que je vais vous laisser à l'écran. Ta 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 ta. Et voilà. Ta-da-da! J'adore cette photo. Ouais, C'est vraiment très drôle. je suis tombé Alors, là-dessus il y a longtemps. eh oui. Eric, avant que tu présentes ton offre pour nos participants, pour les personnes qui sont inscrites au défi, j'ai quelques petites questions que j'ai notées en cours de route, dont une d'une personne en fait qui demandait est-ce qu'on a des suppléments de probiotiques qui peuvent aider à réparer une perméabilité intestinale? Ah, ben, en fait, ils vont tous aider à réparer une perméabilité intestinale. C'est quand on améliore la composition du microbiote, automatiquement, vous aidez à remettre en place tout ce qui devrait être en place, la production du mucus, la couche de mucus, etc. Ça vient tout ensemble. Et là, il y a d'autres éléments qui peuvent vous aider encore plus, en fait, au niveau de la remise en place, en fait, de la perméabilité intestinale. Dans le domaine des suppléments, il y a plusieurs choses qui sont commercialisées sur cette facette-là. Puis sans m'attarder particulièrement, là, vous avez du côté de l'alimentation les bouillons d'os qui sont particulièrement bien connus justement pour fournir tout ce qu'il vous faut en fait pour améliorer votre perméabilité intestinale et la remettre en place le cas échéant. Et vous avez de notre côté, on a dans les produits Vitoli en fait, parce qu'Andréane a dans sa boutique en fait les essentiels. Une des raisons pour lesquelles Andréane aime beaucoup les produits Vitali, outre la question de la qualité des ingrédients que vous retrouvez à l'intérieur, c'est que les polyphénols d'olive qui sont présents aident à la fois à réduire l'inflammation au niveau de l'intestin, va réduire l'oxydation au niveau de l'intestin et va aider à rétablir la perméabilité intestinale en remettant les jonctions serrées en place. Et c'est Mhm, démontré, en fait, dans des études publiées. Donc, c'est un outil extrêmement intéressant. Donc, les produits Vitoli, dus à la présence des polyphénols d'olive, vont aider à votre santé digestive. Parce qu'en même temps, les polyphénols d'olive, même, on aide à rétablir un meilleur microbiote parce qu'ils vont tuer les mauvaises bactéries de l'intestin. Ils ont un effet en fait, antibiotique naturel qui va nuire à la présence des mauvaises bactéries. mhm. Génial, génial. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, tu sais, les gens finissent par poser la question, bon, ben, au final, tu sais, c'est quoi le probiotique qu'on doit prendre ou les probiotiques qu'on doit prendre? Mais c'est un peu, en fait, si je peux me permettre, tout ce que tu as mentionné, il faut faire nos devoirs. C'est sûr que c'est pas simple de choisir nos probiotiques. Il faut faire nos devoirs en fonction de ce qu'on veut soulager comme symptômes. Puis si on veut juste les prendre par prévention, ben, il faut s'assurer d'aller avec tous les critères que Eric a mentionnés. Puis la rediffusion de la vidéo va être disponible sur la page Facebook du défi et aussi va vous être envoyée par courriel. Donc, vous ne manquerez pas ça. Vous pourrez réécouter cette partie-là sans problème. Oui, tout Eric, à fait. j'ai des gens qui me demandent est-ce qu'il y a des bons probiotiques pour l'endométriose, pour la perte de poids, pour l'axe intestin-cerveau?
Je pense que tu as un peu répondu, mais je Ouais. te laisse En fait, conclure avec ça. faut faire attention actuellement, dans le domaine des probiotiques, il y a vraiment une grosse tendance à différencier finalement l'usage des différents produits en fonction de la démonstration clinique qui a été réalisée. Mais il faut réaliser que généralement, un bon probiotique va avoir une multitude d'impacts, comme je le disais tout à l'heure. Donc, oui, il y a des produits dans le marché qui ont fait des démonstrations éloquentes, par exemple, au niveau du poids corporel en tant que tel. Mais ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, c'est que quand on rétablit un meilleur microbiote, on a une meilleure capacité tout simplement à Ouais. maintenir un poids santé ou encore à revenir à un meilleur poids santé parce Mhm. qu'on réduit tous les processus inflammatoires reliés à une dysbiose en tant que telle. Donc, techniquement, tous les bons probiotiques peuvent aider dans un contexte de poids corporel. Puis là, il ne faut pas penser hein, que parce que vous allez améliorer la composition de votre microbiote, vous allez vous mettre à perdre 5 livres par mois sans faire d'effort. Ça ne marchera pas, là. Mhm. Si vous ne faites Mhm. pas d'effort, ça va donner probablement zéro puis une barre. Donc, si vous avez des mauvaises habitudes de vie qui ont fait en sorte que vous avez pris du poids, c'est pas en prenant des probiotiques que vous allez nécessairement réussir à reperdre votre poids. Oui, ça peut Mhm. mettre des chances de votre côté de réussir si vous faites des efforts. Et c'est la même Génial. chose pour toutes les autres facettes. Donc, on trouve beaucoup de probiotiques qui ont fait des démonstrations très éloquentes d'un point de vue clinique sur Mhm. bien plein de facettes de santé, mais honnêtement, généralement, un bon probiotique va agir sur vraiment une multitude de facettes. Mhm. Puis je ne suis pas convaincu que ça vaut beaucoup la peine de s'attarder justement à toutes ces démonstrations-là. Parce qu'on Mhm. on finit des fois par avoir justement, on finit par choisir pour une chose qui a été démontrée, qui est très pointue, qui est très. Et là, d'avoir la réflexion de dire, ah ben moi, je prends trois, quatre probiotiques différents parce que celui-là, pour telle affaire, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Ah, Mhm. c'est de l'argent gaspillé. Avant d'arrêter le partage d'écran, Eric, est-ce que tu veux nous parler pendant 2, 3 minutes justement des produits que tu as mis sur le Oui, marché avec ces fameux polyphénols d'olive? oui, ben écoutez, rapidement, de toute façon, ben, j'ai pas amené en fait l'ensemble des produits du côté des produits Vitali. Là. Je vous ai mentionné tout à l'heure qu'il y a des produits Vitali qui contiennent des polyphénols d'olive. Mais pour en fait la conférence d'aujourd'hui, puis bon, aller jusqu'au 7 à minuit, vous allez voir, en fait, pour tous les participants de ton défi, en fait, Andréane, je suis très content de vous offrir la possibilité d'avoir un rabais supplémentaire parce qu'Andréane, dans sa boutique, elle a mis déjà le combo Les Essentiels, en fait, en place. Que je pourrais peut-être en glisser un mot. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est de vous offrir un rabais en fait supplémentaire sur deux des produits qui sont utiles pour la santé digestive. Où là, on va utiliser, par exemple, si on veut rétablir le microbiote intestinal, base probiotique, en fait, peut vous aider, qui est un probiotique que j'ai moi-même développé en passant pour différentes raisons. Les souches sont très bien documentées. Vous avez même d'informations à l'intérieur de la boutique d'Andréane, en fait, dans ses coups de cœur, sur justement les raisons des souches que vous retrouvez à l'intérieur de base probiotique. Donc, ça peut aider à rétablir un bon microbiote. Mais on a deux produits pour la digestion. En fait, Andréane, j'avais oublié de te mettre au courant qu'on a sorti Base Enzyme, en fait, au début de l'automne. Base enzyme, c'est des enzymes digestifs, 12 enzymes différentes qui sont un complexe assez complet, en fait, qui vont aller dans le même sens que vos enzymes digestives à vous, tout simplement supporter votre système digestif pour vous aider à mieux digérer. Et il y a beaucoup de gens qui voient des très grandes améliorations très rapidement parce que ça va aider justement à digérer une multitude de choses avec quoi on peut avoir de la difficulté. Soit quand on sent justement une lourdeur à la digestion, ben, base enzyme peut vous aider. Et là, si je continue, donc, dans le cas de l'intestin irritable, vous avez des problèmes, en fait, avec le syndrome de l'intestin irritable. Là, on va plus vers base probiotique. Si vous avez des sensibilités alimentaires, les deux peuvent aider. Autant en rétablissant un meilleur microbiote avec, donc, base probiotique, qu'avec, justement, une amélioration de la digestibilité de ce que vous mangez. Si vous partez en voyage, les deux peuvent aider aussi, parce que là, vous pouvez avoir à manger des choses que vous ne mangez pas fréquemment et qui peuvent justement causer des désordres intestinaux. Et vous pouvez les prendre en même temps sans aucun problème. Et là, ce que je fais dans le fond aujourd'hui, c'est de vous offrir donc jusqu'au 7 novembre minuit, 7 novembre prochain, minuit, vous avez 15 de rabais avec le code digestion15 sur le site Internet de Vitali. Donc à vitali.ca, vous avez la possibilité donc d'acheter un des produits ou les deux produits, la quantité que vous voulez, un seul achat avec le code digestion15. Donc choisissez ce que vous voulez. En fait, là, ça nous fait plaisir de vous offrir 15 de rabais. Merci beaucoup pour le beau cadeau, Eric. Merci pour ton temps aussi que tu nous as offert gracieusement ce midi. J'apprécie énormément. Je pense que tu as répondu à plusieurs questions et sans doute que tu en as suscité d'autres aussi. Donc, dans les commentaires, je voyais justement certains éléments, là, rassurez-vous, il y a
En fait, moi, je vais prendre tout le webinaire, je vais vous le remettre dans les liens sur la page Facebook du défi, dans vos courriels également, là, dans nos communications hebdomadaires. Et naturellement, je vais reprendre certains concepts clés pour vous résumer tout ça là, sur la page Facebook, justement. Donc, merci encore une fois. Puis, Eric, j'ai vu beaucoup de beaux commentaires qui mentionnaient, entre autres, ta grande capacité à vulgariser cette science complexe-là. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Écoute, ça a été vraiment un grand plaisir. Merci, Andréane, aussi, hein, pour la collaboration. C'est le fun. Je pense que vous savez, je suis un passionné du monde de la vie. Et les Oui. probiotiques, le microbiote intestinal en a une place tellement importante. C'est toujours un grand plaisir d'en parler. Exactement. Alors, merci. Je vous souhaite un bel après-midi, une belle soirée pour les gens qui nous écoutent de la France et on se revoit, mais enfin, on continue de booster notre microbiote tous ensemble. Donc, à très bientôt tout le monde. À bientôt, Eric. Merci pour tout. Au revoir tout le monde.